Au nom de l'Université de Fribourg, je suis ravie de vous accueillir dans cette salle ce soir, et puis aussi sur les réseaux sociaux ou sur notre page, sur la discussion de ce soir sera également diffusée. Bienvenue à nos invités, bienvenue à Samuel Jordan, notre modérateur de la soirée, et à Ibrahim qui relayera les questions sur les réseaux sociaux. Nous sommes dans un café scientifique ce soir. Un seul principe, cette discussion est à vous. C'est-à-dire qu'il y a des spécialistes de la question que nous allons aborder autour de cette table, mais vous êtes à la table également. Et ce café ne vivra qu'au travers de vos questions, au travers de vos anecdotes, au travers de vos remarques, en échange avec nos invités. Et c'est ça qui fera le sel de la discussion. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. La même chose pour les gens qui nous suivent en ligne. Vos questions peuvent être relayées soit en commentaire sous la vidéo sur Facebook, soit sur mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'envoyer des SMS 079 796 22 15. N'hésitez pas, vos questions seront relayées. Une seule règle pour les gens dans la salle, histoire qu'on puisse avoir une discussion apaisée et qu'on puisse entendre chaque personne. Je suis votre bâton de parole ce soir. Faites-moi signe, je viendrai me placer derrière vous et Samuel Jordan saura que c'est l'heure de poser une question. Donc n'hésitez vraiment pas. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous prie, petite parenthèse Covid, il faut encore et toujours le faire. Vous êtes priés de garder dans la salle les masques. Vous pouvez évidemment les enlever quand je vous tendrai le micro pour que vous puissiez parler clairement. Si vous buvez un verre, vous pouvez aussi l'enlever pour boire. On est bien d'accord. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et une excellente discussion. À vous la parole. Alors, bonsoir à vous, chers publics ici présents ou en ligne. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Université de Fribourg pour ce café scientifique dénommé Migration de retour des lois et des destins. Voilà, donc nous avons 1h30 jusqu'à 7h30 pour passer ce moment ensemble. Comme Farid l'a dit, ce café vivra grâce à vos questions ou vos remarques. Vous pouvez aussi poser des questions en allemand ou en anglais, puisqu'on a des invités qui sont polyglottes, donc il n'y a aucun problème. Bienvenue. Je vais commencer par présenter nos 4 invités. Par la première, Sylvie Heuschmann, qui est Project Manager à l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, à Berne, organisation que vous connaissez sûrement. Elle y travaille dans le domaine du retour et de la réintégration depuis plus de 15 ans. Elle est notamment spécialisée dans l'organisation des retours des personnes vulnérables. On en parlera. Ensuite, Joëlle Ediger, qui est éducatrice sociale avec une formation à la médiation. Elle travaille comme conseillère en vue du retour pour le canton de Berne, dans le cadre de l'Office de consultation sur l'asile. Elle y exerce ce mandat depuis 25 ans, date de la mise en œuvre de l'aide au retour sur le plan suisse. Nous poursuivons par Lucia Jurt. Ethnologue de formation, elle est professeure à la Haute École pour le travail social à Olten. Elle travaille dans le domaine de la migration depuis plus de 20 ans, dans la recherche et l'enseignement. Elle est spécialisée dans les questions d'asile sur les thèmes spécifiques comme les mineurs non accompagnés, la réinstallation ou le conseil en vue du retour. Et enfin, Evelyne Odermatt, sociologue, anthropologue sociale, elle est chercheuse et enseignante au département de sociologie, politique sociale, travail social à l'Université de Fribourg. Elle est également chercheuse associée à l'Université du Sussex, en Angleterre. Depuis 2008, elle explore le champ de la migration dans différents contextes, par exemple sur les thèmes de migration européenne Est-Ouest, de la migration du retour, du lien entre développement et migration, ou encore sur les programmes de réinstallation des réfugiés. Voilà, les présentations sont faites. Encore merci à vous d'être présente. Je me réjouis de partager ce moment avec vous. Permettez-moi maintenant une petite introduction au thème du jour pour poser un petit peu le cadre. Le thème de la migration, comme chacun le sait, s'est imposé au tournant du siècle dernier comme un enjeu politique majeur en Suisse et un peu partout ailleurs dans le monde. Les phénomènes migratoires sont considérés par certains comme une chance,
comme quelque chose de normal, d'usuel, et par d'autres plutôt comme une anomalie, une ingérence ou un danger. On oublie pourtant que nous venons tous d'Afrique, qui a vu apparaître nos ancêtres il y a 2 millions d'années. Depuis, les humains n'ont cessé de migrer dans le monde et de se déplacer au gré des circonstances sociales, économiques, politiques et plus récemment également climatiques. C'est un fait, nous sommes en route depuis que nous existons. Et des règles d'établissement existent également depuis que des groupes d'êtres humains sont rattachés à des territoires. Il est tout naturel de chercher meilleure fortune ou protection ailleurs, volontairement ou de manière contrainte. À la fin 2020, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés estime à 82 millions le nombre de terriens déracinés contre leur gré. Et cela en raison de persécutions, de conflits, de violences, de violations des droits de l'homme ou d'importants désordres publics. Cela veut dire en gros qu'un citoyen du monde sur 95 a été forcé de fuir son foyer en 2020. Parmi ces 82 millions de déracinés, 48 millions sont des déplacés internes, c'est-à-dire qu'ils ont fui à l'intérieur de leur pays. Entre ceux qui ont cherché protection hors de leur pays, 86% ont été accueillis dans des pays en développement et 73% dans des pays voisins. Là, on le voit bien, quand on doit fuir son pays, on cherche avant tout la proximité et pas forcément un pays européen. Parmi les principaux pays d'accueil, on peut citer la Turquie, qui accueille 3,7 millions de réfugiés, la Colombie, 1,7 million, le Pakistan et l'Ouganda, 1,4 million chacun, et plus près de chez nous, l'Allemagne, avec 1,2 million. La Suisse est quant à elle depuis longtemps une terre de migration, dans les deux sens. En 2020, par exemple, un quart de la population de notre pays n'a pas la nationalité suisse. À l'inverse, 11% de la population suisse réside à l'étranger, soit près de 800 000 personnes. En 2020, 163 000 personnes ont migré de l'étranger vers la Suisse et 110 000 personnes ont suivi le chemin inverse, dont de nombreuses personnes étrangères qui rentrent dans leur pays après une vie de labeur pour leur retraite. Parmi les nouveaux arrivants en Suisse, en 2020, un peu plus de 11 000 étaient des requérants d'asile, soit 6,7% du total des arrivants. La législation en la matière, comme vous le savez, fait que les requérants d'asile n'obtiennent pas tous le statut de réfugié. Environ 60% des requérants bénéficient, sur la moyenne des dernières années, d'un statut de séjour, soit d'un statut de réfugié ou d'admis provisoire. Les autres doivent quitter la Suisse et ils peuvent solliciter une aide au retour. C'est justement cette catégorie de personnes qui requiert notre intérêt ce soir. Qui sont-ils? Combien sont-ils? Comment sont organisés les retours? Quelles sont les conditions du retour? Qui est compétent dans ce domaine? Comment se passent les retours au pays pour les personnes concernées? Voilà, nous essaierons donc de répondre à toutes ces questions ce soir pour que vous repartiez avec une meilleure connaissance de ce domaine qui est malgré tout assez méconnu. Donc c'est ces 40% de personnes refusées qui doivent partir et c'est vrai qu'on en parle relativement peu. Alors, je vais commencer avec quelques questions plus générales adressées à nos 4 intervenantes. Vous êtes toutes actives dans les questions de migration et d'asile. Pourquoi cet intérêt pour ce domaine en général? Qui souhaiterait commencer? Bonsoir tout le monde, merci de cette invitation. Alors, pourquoi être actif dans ce domaine? Parce que c'est un domaine passionnant, très enrichissant, très dynamique aussi, parce que ça change régulièrement, les situations changent. Et bien sûr, on travaille avec des êtres humains, avec des destins, comme aussi on dit dans le titre, et avec chacune sa vie différente. Donc, ça reste passionnant. Je vais continuer. Bonsoir à vous.
Moi, peut-être, c'est lié en partie à des questions liées à mon histoire de vie. Moi, j'ai grandi en Valais, dans une minorité protestante et suisse alémanique, et puis dans un canton majoritairement catholique. Et puis, très tôt, dans ma jeunesse, j'ai assez été confrontée à des situations d'injustice. Par la suite, à l'adolescence et jeune adulte, j'ai côtoyé beaucoup de saisonniers. Vous savez qu'à l'époque, il y avait énormément de saisonniers qui venaient travailler en Suisse, notamment dans les cultures. Et comme je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé la terre, j'ai fait la cueillette des fruits, j'ai désherbé des vignes, j'ai aussi fait des expériences en usine. Et j'ai eu l'occasion là de côtoyer vraiment des saisonniers. Puis très vite, j'étais assez dégoûtée et assez touchée par la situation précaire de ces personnes. Et puis, ouais, ça a mené plein de réflexions aussi personnelles qui ont fait que j'ai toujours essayé de vouloir participer à diminuer toute forme d'injustice en ce bas monde, et Dieu sait s'il y en a. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Je peux aussi raconter un peu de mon histoire personnelle. J'ai grandi au canton de Zug et ma mère, elle était une institutrice qui a donné des cours d'allemand pour les migrants qui venaient d'arriver. Et ce moment-là, les enfants, ils sont toujours venus chez nous à la maison. Alors le matin à 8 heures, ils sont sonnés et ils étaient là-bas. Et moi, comme enfant, j'étais très fascinée par ces écoliers étrangères. Et je pense que ça, il a aussi amené que j'ai commencé les études de l'ethnologie. Et comme je suis restée en Suisse, c'est une possibilité d'être un peu en contact avec des personnes qui venaient de l'étranger et qui sont à l'étranger et travailler dans l'autre école pour le travail social. Il y a aussi la question de l'injustice, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde ait les possibilités de participer dans cette société. Et c'est très passionnant et je trouve aussi c'est pertinent qu'on travaille sur ce sujet-là. Oui, pour moi c'est aussi personnel, mais parce que moi-même j'étais migrante plusieurs fois à l'étranger. Bon, depuis j'ai 17 ans, j'étais plus ou moins toujours à l'étranger dans différents pays, notamment aussi dans des pays où il y a une forte émigration, donc où il y a des villages tout vides. Et puis c'est ça qui commençait à me fasciner surtout. Donc je suis moins dans le domaine d'asile, mais je suis plutôt aussi un peu dans ce contexte du développement. Et puis qu'est-ce que ça fait aussi quand il y a beaucoup de gens qui manquent d'un seul coup dans un endroit. Et puis c'était ça où je commençais à m'intéresser. Merci beaucoup. Je l'ai déjà évoqué, vous vous occupez toutes quatre de problématiques liées à la question du retour, soit dans la recherche, l'enseignement, soit dans l'aspect plus pratique, afin que nos spectateurs et auditeurs puissent davantage vous situer. Pourriez-vous nous expliquer brièvement en quoi consiste votre travail ou vos recherches dans ce domaine ? Alors, je travaille à l'OIM, à l'Organisation internationale pour les migrations, qui est une organisation qui fait partie des Nations Unies. On est le bureau à Berne, donc c'est-à-dire c'est le bureau suisse. On a des bureaux partout dans le monde. Et moi, je travaille pour le bureau suisse, en l'occurrence. Donc, on met en œuvre des projets pour différentes choses, mais notamment aussi pour le retour volontaire ou l'aide au retour et à leur intégration. On met aussi en œuvre d'autres projets dans le domaine de la traite des êtres humains ou aussi dans la migration de travail. Moi-même, je travaille aussi sur les projets de réinstallation, donc ce qu'on appelle le resettlement. Donc vraiment, c'est dans l'autre sens. Hein, c'est des réfugiés qui arrivent en Suisse. Voilà. Donc moi, spécifiquement, je travaille sur un projet dans le domaine de l'aide au retour pour les personnes, surtout pour les personnes vulnérables qui rentrent dans leur pays, et sur les projets de réinstallation, mais dont on parle un peu moins aujourd'hui. Alors moi, mon titre, c'est conseillère en vue du retour. C'est pas un titre ni poétique, ni très charmant. C'est comme ça qu'il a été nommé il y a 25 ans.
Mon travail, ça consiste à accompagner les personnes dans tout le processus du retour. Et là, quand je parle de retour, j'insiste, il s'agit de retour volontaire et consenti. Et j'aimerais vraiment mettre l'accent sur le mot consenti pour que vous compreniez bien que je ne fais pas du renvoi, ni de l'exécution du renvoi. Je ne chasse pas le migrant et le requérant. Mon travail, c'est vraiment le retour volontaire et consenti. Et puis peut-être aussi vous dire qu'en 25 ans, j'ai jamais organisé un retour avec des personnes sans leur consentement. Et après, peut-être, j'arriverai à vous expliquer un peu la différence entre ce qu'on considère un retour volontaire et consenti et puis toute la batterie de l'exécution du renvoi. Mais ça viendra en cours de route. J'essaierai de vous expliquer un peu les différences. Oui. Bon, moi, je suis professeure à l'Haute École pour le travail social et je suis enseignante pour les étudiants qui veulent devenir les assistants sociaux comme Joël, par exemple. Et en plus, je suis aussi active dans la formation continue. Je forme des gens intéressés dans la migration, dans les méthodes, comment on peut travailler avec les migrants. Et en plus, c'est le domaine de la recherche. Et comme c'était déjà mentionné par M. Jourdan dans l'introduction, ça fait longtemps que je fais toujours des projets dans le domaine d'asile. Alors, j'ai fait un projet, par exemple, avec les mineurs non accompagnés qui sont venus en Suisse. Je viens de finir un projet avec la réinstallation des réfugiés au canton de Zurich. On a regardé comment ça se passe leur intégration. Et pour le moment, je suis avec Evelyne et toute une équipe en Afrique de l'Ouest. On est en train de rechercher comment le retour se passe, quels sont les défis, quels sont aussi les chances du retour. Et je pense que je laisse à Evelyne à expliquer ça. Oui, donc avant d'expliquer peut-être un peu plus le projet, parce que c'était ça un peu l'idée de base pour ce cas scientifique. Donc d'abord, je me suis intéressée aux thématiques de la migration, du retour, surtout dans le contexte de la migration intra-européenne. Donc ça m'intéressait de savoir les plans, les projets, les stratégies, aussi les intentions des migrants plutôt économiques de l'Europe de l'Est. Et puis parce que je trouve que c'est important aussi de mentionner qu'il y a beaucoup de gens qui anticipent le retour, mais ils disent après la retraite je vais retourner, mais finalement si ça se passe ou pas, on ne sait pas, ou ça se passe moins souvent qu'on pense. Et puis, donc c'était dans d'autres contextes géographiques. Et puis maintenant, c'est donc le retour dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, donc le but de notre recherche, c'est vraiment de savoir plus sur le processus de la réintégration. Donc, la réintégration comme une expérience individuelle. Quels sont les défis des migrants une fois qu'ils sont arrivés dans leur pays d'origine. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que pour les décideurs politiques, souvent le retour, c'est la fin de l'histoire. Donc, pour les migrants, c'est là où ça commence ce processus de la réintégration. Et puis, nous, on s'intéresse à ça. Donc, on a des partenaires. Donc, c'est un projet qui est financé par le Swiss Network for International Studies. Et puis, on a des partenaires comme l'OIM qui est et puis aussi l'Office de consultation sur l'asile. J'ai toujours la peine avec ce nom. Et puis, on travaille donc avec des universités au Sénégal. On a les pays Gambie, Sénégal et Guinée-Conakry. Et puis, on a donc des universités au Sénégal et puis au Guinée-Conakry avec qui on travaille. Et puis, on interroge aussi les retournés qui rentrent des pays de transit. Ce n'est pas seulement des gens qui rentrent de l'Europe, mais parfois, ils n'arrivent même pas en Europe. Donc, on interroge aussi les gens qui
qui vient des pays comme la Libye, l'Algérie, le Maroc, et puis donc c'est assez vaste. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer avec une question adressée à Lucia Yurt. On l'a vu, hein, chaque année, un certain nombre de personnes font des demandes d'asile en Suisse. Certains reçoivent l'asile, d'autres pas. C'est un domaine qui est assez compliqué. Alors peut-être afin de poser quelques bases pour la discussion du jour, je vous demanderai, Lucia Yurt, de nous expliquer brièvement le processus de l'asile, c'est-à-dire qui décide de qui obtient le statut de réfugié, combien cela prend de temps en général, quels sont les statuts accordés ou comment sont nommés ceux qui n'obtiennent pas l'asile. Donc ces personnes-là qui sont ensuite forcées de retourner dans leur pays. Oh, merci beaucoup, c'est une question très vaste. Je vais essayer très bref. Alors, une demande d'asile peut être présentée oralement ou écrite dans un centre fédéral pour les requérants d'asile. Il y en a 6 en Suisse. Le plus proche de Fribourg, c'est celui-ci à Boudry. Et si vous avez fait cette demande, on vous amène dans un de ces centres. Et il faut savoir que dans le centre, on a le nouveau système d'asile. Dans ce centre-là, il y a les représentants, les collaborateurs du SEM, du secrétariat pour l'immigration. Il y a les interprètes. Il y a aussi des représentants juridiques. Et il y a des gardiens, il y a des personnels d'encadrement. Alors c'est presque comme une usine, c'est vraiment très complexe et pour les requérants d'asile, c'est difficile de savoir qui joue quel rôle, qui va dire quoi à quelle personne. Alors c'est très difficile pour eux de s'orienter. Mais une fois ils sont arrivés dans le centre-là, on va les enregistrer, une date de naissance, d'où ils sont venus, on prend leurs empreintes, les photographes et on regarde leurs papiers d'identité. Et dans cette phase de préparatoire, alors ils bénéficient d'une consultation juridique gratuite. C'est cette personne-là qui va leur expliquer leurs droits, leurs obligations et va expliquer toute la procédure d'asile. Et la plupart des requérants d'asile, ils entrent dans un entretien Dublin. On appelle ça comme ça parce qu'il y a un système Dublin, ça veut dire que le pays où vous êtes arrivé en Europe, ça c'est le pays qui est responsable pour votre demande d'asile. Alors si vous êtes arrivé par exemple en Italie, c'est l'Italie qui est responsable pour votre demande d'asile. Alors si vous venez en Suisse et on voit les empreintes sont déjà enregistrées dans ce système européen, on voit que vous avez passé l'Italie. Vous étiez enregistré là-bas, on va vous retourner en Italie parce qu'on va dire que c'est l'Italie qui est responsable pour votre demande d'asile. Si on a vu que c'est la Suisse qui est responsable pour votre demande, il y a une première petite audition et on va dire que oui, maintenant on vous accorde dans la procédure accélérée. Alors, si la Suisse est responsable, vous rentrez dans la procédure accélérée. Et là-bas, il y a aussi une audition qui est très importante, que la personne doit expliquer toutes les raisons pour les motifs pourquoi elle a quitté le pays, quel était le problème. Elle doit montrer des épreuves, peut-être elle a des articles, des journaux, les choses comme ça, comme preuve. Et cette audition, c'est la base pour la décision. Est-ce qu'on l'accorde l'asile ou non? Est-ce qu'elle est acceptée comme réfugiée ou non? Et si ce n'est pas possible, normalement, ça dure environ 140 jours qu'on reste dans les centres. Et dans les 140 jours, vraiment, cette décision devrait être prise. Si ce n'est pas possible, après cette première audition, on va amener la personne dans la procédure étendue. Et ça veut dire qu'on va transférer la personne dans un canton.
Et là-bas, il y a une autre audition et on a plus de temps pour regarder. Peut-être on peut trouver des autres preuves. On doit les faire venir de pays d'où on a quitté. Oui, comme ça. Et si on a pris la décision, bon, il y a des différents statuts. Si vous êtes, si on est d'accord où on va, que vous êtes un réfugié, on vous donne le statut B. Ça veut dire que vous pouvez rester en Suisse. Il y a des personnes, on dit, bon, ils ne sont pas des réfugiés selon la loi, mais c'est impossible de le retourner. C'est trop dangereux pour eux ou c'est pas possible. À cette personne-là, on leur donne un statut F. Et ce statut F, c'est normalement pour une année et chaque année, on le refait. On doit regarder, réviser de nouveau, est-ce qu'on peut le prolonger ou non. Et pour moi, personnellement, ces statuts-là, c'est le statut le pire, quoi, parce qu'on n'a pas les possibilités de développer des perspectives, parce que c'est toujours limité à une année. J'ai fait une recherche que j'ai parlé avec des gens qui ont fait plus que 22 ans en Suisse avec le permis F. Alors c'est vraiment un statut précaire. Alors, il y a des personnes qui ont dit non, ils ne sont pas des réfugiés, ils doivent quitter le pays. Et je pense que après, c'est ça notre thème du soirée et on va parler plus en détail. J'espère que ça, c'est très brièvement ce qui se passe avec la procédure d'asile. D'accord, très bien. Toujours donc dans les réglementations et législations, Sylvie Hoechmann, pourriez-vous nous préciser en fait sur quelle base légale repose l'aide au retour en Suisse ? Oui, alors si on reste dans le domaine de l'asile, l'aide au retour est spécifiée dans la loi sur l'asile, dans l'article 93. Donc c'est vraiment clairement dit que toute personne qui souhaite rentrer dans son pays a droit à l'aide au retour. Et après, il y a quelques clauses d'exclusion. Peut-être si quelqu'un a été criminel en Suisse, on peut l'exclure. Si quelqu'un est extrêmement riche, a beaucoup de richesse personnelle, on va aussi dire non, on ne va pas lui donner une aide au retour. Mais sinon, normalement, c'est quelque chose que tout le monde a droit, n'importe le pays de retour. Et puis après, il y a des ordonnances qui spécifient plus précisément qui a droit à combien on donne. Donc, en principe, la base d'une aide au retour, pour les personnes qui ont droit à l'aide au retour, c'est 1 000 francs de l'aide au départ pour une personne adulte. Ensuite, 3 000 francs pour un projet. Et pour les personnes qui ont des besoins autres, c'est des personnes vulnérables qui ont besoin peut-être encore un logement ou autre, ça peut aller jusqu'à 5 000 francs. Et après, il y a encore possibilité de demander de l'aide médicale supplémentaire jusqu'à 6 mois de traitement après le retour. Donc ça, c'est en gros les bases. Maintenant, c'est clair qu'il y a beaucoup de différenciation selon les régions d'où viennent les personnes, selon les statuts qu'ils ont, etc. Mais ce qui est effectivement important de savoir, c'est indépendamment que si quelqu'un n'a pas encore reçu des réponses, une réponse négative, quelqu'un qui a une admission provisoire, quelqu'un qui est un réfugié est reconnu, on a droit à une aide au retour pareil, plus ou moins. Donc voilà. Après, il y a aussi l'aide au retour dans le domaine des étrangers, donc des personnes qui ne sont pas passées par l'asile pour venir en Suisse, notamment par exemple des sans-papiers, des personnes qui avaient un droit de rester en Suisse, qui l'ont perdu, etc. Donc ces personnes-là, des fois, bénéficient des aides aussi, mais plutôt des aides cantonales ou des fonds privés qui existent aussi, qui donnent des aides au retour. Merci. Parfait, merci. Joël Diguer, l'aide au retour, c'est quoi et pour qui ? Est-ce que vous pouvez nous dresser un aperçu historique de la mise en œuvre de l'aide au retour sur le plan suisse et nous dire aussi qui est au final compétent pour le retour des gens ? Alors oui, peut-être aussi au niveau légal, je vais compléter un peu la réponse de ma collègue Sylvie, dire qu'en fait, il y a 2 directives principales qui concernent les retours. Il y a une directive qui est la directive numéro 3, qu'on peut tout à fait trouver sur le site du SEM, du Secrétariat d'État aux migrations. Cette directive, elle règle l'exécution des renvois. Ensuite, il y a la directive 4. Puis la directive 4, elle s'intitule « Directive sur l'aide au retour et à la réintégration ». Et donc, moi, mon boulot, c'est la directive 4.
Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'origine de l'aide au retour au plan suisse. Il y a 25 ans, une collaboratrice scientifique du SEM, du Secrétariat d'État aux migrations, a proposé un projet pilote à l'ensemble des cantons de Suisse. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait aucune aide au retour pour personne. Il y avait seulement 2 cantons en Suisse romande qui accordaient des aides au retour cantonales, au cas par cas, mais ce n'était pas forcément réglé. Et puis ces cantons, ça a été un peu des pionniers, c'était le canton de Genève et le canton de Vaud. Sinon, au niveau suisse, il y avait l'idée de l'aide au retour, les aides au retour, ça n'existait absolument pas. Alors l'idée, c'était d'introduire cette possibilité un petit peu dans tous les cantons. Mais au début, c'était un projet pilote, tout le monde naviguait un peu à vue, c'était quelque chose de nouveau. Et en même temps, ça correspondait au retour des personnes qui devaient rentrer en Bosnie. C'était la fin de la guerre des Balkans. Et puis il y a énormément de personnes originaires de Bosnie qui devaient rentrer dans leur pays. Et au départ, les personnes, si vous voulez, elles ne bénéficiaient pas forcément d'un entretien ou d'un accompagnement dans le processus du retour. Et puis les règles et puis les conditions d'accès à ces aides au retour, elles étaient beaucoup plus strictes et beaucoup plus limitées. Par exemple, si quelqu'un sollicitait une demande d'aide au retour, mais que son délai de départ était échu, il n'avait plus droit à une aide au retour. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, les catégories de bénéficiaires sont beaucoup plus larges et plus souples. Et à l'époque aussi, les personnes, elles recevaient l'entier de leur aide au retour à l'aéroport le jour du départ. Tac, on leur donnait de l'argent et au revoir. Ça, c'était l'aide au retour un peu du départ. Et finalement, ce projet pilote a été salué par l'ensemble des cantons en Suisse, ce qui a fait que l'aide au retour a été inscrite dans la loi sur l'asile. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au cours de ces années, c'est quand même un outil qui a toujours été remis en question, qui a été questionné. Nous qui avions la pratique dans les cantons, on se disait mais c'est pas possible, on peut pas simplement donner de l'argent aux personnes à l'aéroport, ne s'occuper de rien d'autre, ne même pas avoir d'entretien professionnel avec les personnes, ne pas les accompagner dans un processus de départ. Et puis, si vous voulez, il y a eu des groupes de travail et de réflexion au cours peut-être des 7 ou 8 premières années de l'introduction de l'aide au retour au niveau suisse, et on a toujours essayé d'améliorer, de modifier, d'apporter des corrections à l'ensemble de tous les dispositifs qui concernent l'aide au retour. Et par la suite, 5 ans plus tard, l'aide au retour, c'est devenu une aide au retour cantonale avec un accès plus large pour plus de catégories de personnes, mais aussi avec la possibilité de pouvoir bénéficier d'un entretien, de plusieurs entretiens, la possibilité de pouvoir bénéficier aussi d'un accompagnement tout au long du processus de retour. Et je vous raconte un peu ça pour vous dire qu'au début, c'était vraiment un projet pilote et puis qu'avec le temps, pour moi, je crois que c'est quand même un projet qui s'est bonifié. Même si c'est jamais un projet, il n'est jamais parfait. Mais je voulais juste vous faire comprendre qu'il y avait eu quand même des réflexions et des remises en question, et puis que c'est pas simplement l'aide au retour, elle n'est pas tombée du ciel comme ça. Il y a quand même une réflexion derrière et une volonté aussi d'améliorer toujours ces possibilités en faveur des personnes qui sont concernées. Les personnes qui peuvent bénéficier d'une aide au retour, le groupe de bénéficiaires, c'est donc les réfugiés, les permis C, les permis B, qui sont réfugiés reconnus ou réfugiés statutaires. Ce sont toutes les personnes au bénéfice d'une admission provisoire, également les personnes avec un permis N, les personnes qui sont déboutées puis qui doivent quitter la Suisse. Mais une personne déboutée, elle a toujours accès à des aides au retour, même si elle est déboutée depuis 4 ans et puis qu'elle est toujours en Suisse. Si elle décide de rentrer, elle peut toujours accéder à ces aides au retour. Ce qui, il y a 20 ans, n'était pas possible, par exemple. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Evelyne Odermatt, vous dites que la politique du retour est de plus en plus liée à la politique du développement. Donc il y a des vases communicants aussi au niveau des budgets. Est-ce que vous pouvez nous préciser davantage ce lien entre politique du retour et politique du développement?
Merci. Oui, donc je parle maintenant un peu au niveau européen et puis aussi au niveau global, pas plus seulement en Suisse, mais il y a effectivement une tendance que la politique migratoire s'imbrique dans la politique du développement, c'est-à-dire qu'il y a plus en plus des fonds pour gérer la migration qui sont payés par les fonds pour le développement, donc des fonds qui sont faits pour aider ou soutenir les pays d'origine des migrants restent en Suisse ou en Allemagne ou en Autriche. Par exemple, pour héberger les réfugiés ou par exemple aussi pour des programmes de retour. C'est-à-dire en Autriche, c'est 50% maintenant de tous les fonds pour la politique du développement, pour le développement qui est dépensé pour gérer la migration. Donc c'est aussi une tendance qu'on a en Suisse. Et puis c'est aussi... ça a aussi à voir, par exemple, si on prend le thème plus global de la migration du retour, le retour, c'est aussi un sujet important sur l'agenda global du développement parce qu'il y a l'idée que les migrants développent avec le retour les pays d'origine, c'est-à-dire c'est surtout l'idée que des migrants qualifiés, ceux qui ont eu des formations ici ou ils ont appris des nouvelles connaissances et puis après ils rentrent dans leur pays en voie de développement et puis ils aident à développer leur pays. Donc les migrants figurent un peu comme des investisseurs dans le développement de les pays d'origine. Et puis ce discours, il est très important. Peut-être une anecdote, on était, Lucia et moi, dans un webinaire et puis il y avait une commissaire de l'Union européenne. Il s'agissait aussi des programmes de retour. C'était une grande recherche sur le retour. Et puis la deuxième phrase qu'elle disait, c'est comme c'est important de montrer qu'il y a un lien entre le développement et les retours, parce que sinon les dépenses ne sont pas justifiées. Et puis donc il y a une augmentation dans les investissements financiers dans les politiques de retour, ça c'est clair. Et puis c'est aussi une tendance qui est venue un peu autour de la crise des réfugiés entre guillemets de 2015, surtout en Allemagne, où on a mis sur place des politiques de migration plus restrictives, et puis où on a notamment aussi, il y avait aussi un renforcement de l'exécution des retours, donc surtout en Allemagne aussi. C'est pas seulement une tendance en Suisse. Et puis moi, je trouve que c'est important aussi, une fois, de parler en public un peu de ces tendances-là. C'est peut-être moins connu que l'image de l'expulsion, du retour forcé avec l'avion. Oui. Merci beaucoup. On l'a vu, environ 40% des requérants d'asile se voient refuser l'octroi de protection en Suisse. Donc ça fait plusieurs milliers de personnes par année. Sylvie Hoechmann, au final, combien de personnes du domaine de l'asile sont concernées par le retour chaque année ? Qui est compétent pour l'exécution de ces retours et quelle est la part des départs volontaires et des départs, on dira, forcés ? Oui, alors j'ai de la chance parce que j'ai reçu les chiffres 2021 ce matin du SEM. Donc effectivement, quand on parle de chiffres, là je vais parler des chiffres vraiment que du domaine de l'asile. Il est important de dire que cette année et aussi 2020, bien sûr, a été marquée par la pandémie. Donc les chiffres sont différents, les réalités sont un peu différentes. En 2020, il y a eu pendant des mois les avions qui n'ont pas volé, etc. Donc bien sûr, ça a aussi une influence, juste pour préciser. Mais pour dire, en 2021... il y a eu, le SEM a organisé le retour d'environ 3500 personnes. Donc là, on parle de volontaires et non volontaires mélangés. Il y a à peu près 800 personnes qui sont rentrées volontairement et le reste, c'est des retours non volontaires. Donc on voit bien que le pourcentage
n'importe les chiffres, une année normale, on va dire 2019-2018, on était plutôt dans les 5-6 000 personnes rentrées par année. C'est toujours à peu près la proportion 20-25% de volontaires et le reste, c'est des non-volontaires. Ce qui est important de dire, dans les non-volontaires, bien sûr, il y a aussi tous les retours Dublin, comme l'a aussi expliqué Lucia avant. Donc, les retours, les gens qui sont amenés dans les autres pays européens parce que c'était leur premier pays d'asile. Donc voilà, 2021, environ 800 personnes qui sont rentrées. Il y a environ 600 personnes qui ont touché une aide, n'importe sous quelle forme, c'est-à-dire à n'importe quel montant, maintenant on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est à peu près les chiffres actuels. Oui. Merci. Compétent pour l'exécution de ces retours? Alors, la décision, bien sûr, c'est les autorités suisses. C'est le SEM qui décide qui peut rester, qui doit partir. Ensuite, l'organisation du départ non volontaire, bien sûr, c'est les cantons qui sont en charge. Ensemble avec le SEM, ils organisent ces expulsions. Pour les départs volontaires, donc c'est les conseils en vue de retour, comme Joël ici, qui organisent avec les personnes. Ensuite, ça dépend. Pour certaines personnes, c'est l'OIM. Nous organisons les retours pour les personnes. Pour certaines personnes, c'est le SEM directement qui l'organise. Ça peut varier. La question de la compétence, ça reste toujours les autorités. Merci. Est-ce qu'il y a à ce stade une question du public? N'hésitez pas. Oui, Farida. Oui, madame qui est en face de moi ici a dit qu'elle accompagnait sur beaucoup, voilà, elle avait peut-être un projet avec des personnes vulnérables. Est-ce que vous pouvez préciser ce que recouvre la notion de personnes vulnérables? Question, je crois qu'on a mis des années à définir ce terme de vulnérabilité et qui est vulnérable, parce qu'on n'est pas toujours tous et toutes d'accord là-dessus. Alors, dans ce contexte, mais aujourd'hui, quand on parle de personnes vulnérables, alors il y a plusieurs vulnérabilités. Il y a vraiment les personnes qui ont des problèmes médicaux. Après, il y a par exemple les mineurs non accompagnés, les victimes de traite. Il y a aussi des personnes, des familles avec des familles nombreuses, des parents seuls. Il y a aussi des personnes qui sont considérées comme vulnérables parce que, par exemple, ils n'ont pas de réseau, ils rentrent dans un pays où ils n'ont pas de réseau familial, où ils n'ont pas d'ancrage dans leur pays. Ça peut être aussi une vulnérabilité. Il y a différentes vulnérabilités. Il y a celles qui concernent vraiment le retour en termes de voyage. Donc, est-ce que une personne peut-être âgée avec des problèmes de mobilité, est-ce qu'elle est apte à prendre un avion tout seul? Après, il y a aussi les vulnérabilités qui sont plus liées après au processus de la réintégration. Donc, il y a différentes choses qu'on regarde. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans le public? Très volontiers. Merci. Ma question, c'est si une personne retourne à son pays et elle trouve que no peut faire une réintégration parce qu'il y a des personnes qui ont habité en Suisse 10, 15 ou n'importe quel nombre d'années, ou qu'il voit que la situation de sécurité no es viable pour continuer à ce pays, elle peut retourner de nouveau à la Suisse? Alors écoutez, ça dépend toujours du statut des personnes. Par exemple, si une personne est réfugiée avec un permis C, elle peut clairement, avant de quitter la Suisse, elle peut faire une demande aux autorités, donc au service de police des étrangers, de maintenir son permis C pendant, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque c'était 4 ans, maintenant ça doit être 8 ans, parce que ça a été modifié dans la loi sur les étrangers. Mais elle doit faire elle-même cette demande auprès des autorités. Et puis ça lui permet à elle d'avoir cette possibilité, si tout d'un coup la situation elle se dégrade dans le pays de retour, de revenir en Suisse et de ne pas perdre son permis C. Maintenant, si une personne est au bénéfice d'une admission provisoire, un permis F, elle n'aura pas cette chance parce que si elle quitte la Suisse, elle va en même temps perdre son permis F, son titre F. La même chose, bien sûr, pour une personne qui fait, par exemple, un retrait d'asile avec un permis N, qui décide de rentrer dans son pays, elle va aussi perdre son permis. Donc, si vous voulez, il faut quand même cette possibilité de maintenir son séjour en Suisse, elle existe pratiquement que pour les personnes au bénéfice d'un permis C.
Merci. Il y a encore une autre question, Farida, devant. Je voulais demander sur le parole volontaire. Je ne sais pas, ça me semble comme, OK, maintenant je dois retourner, c'est bien pour moi, mais je pense qu'il y a toute une histoire derrière pour arriver en Suisse. Et après, pourquoi ces termes volontaires et qu'est-ce que ça signifiait? Et après, les histoires, je pense qu'ils ne sont pas vraiment reflétés dans ce mot volontaire. Alors, je peux commencer. Oui, la question du volontaire est très, très difficile. Ça comprend beaucoup de choses. C'est pour ça aussi, comme Joël l'a dit avant, on parle plus souvent aussi du consentement ou un retour consenti. C'est vrai que ça comprend toute personne qui veut rentrer, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui doivent partir et du coup partent. Mais il y a aussi des gens qui peuvent rester et puis veulent partir, ça existe quand même aussi, donc il faut quand même aussi le préciser. Donc il y a vraiment ceux qui veulent rentrer pour une raison, des fois c'est très personnel, des problèmes de famille ou autres, ou des situations dans leur pays qui changent. Donc voilà, ça c'est une partie. Après, il y a aussi une partie des gens qui voudraient peut-être plutôt rester ici, mais qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas et du coup sont consentis, ils sont d'accord de partir. Donc ça englobe un peu tout ça, mais vous complétez. Oui, peut-être dire que simplement de dire volontaire, volontaire ça veut tout dire et rien dire. Hein, alors si on prend par exemple le terme volontaire dans un contexte où vous êtes sous pression en permanence et puis que les autorités vous répètent 6 fois par jour que vous devez quitter la Suisse, on ne peut pas vraiment dire que c'est volontaire. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai rajouté ce terme, cette notion de consenti. Je veux dire, moi j'ai des personnes qui viennent auprès de notre office. Je donne peut-être un exemple pour illustrer ce que je veux expliquer. J'ai eu pendant plus de 2 ans un ressortissant du Népal qui venait régulièrement me voir, boire un café, discuter. Et à chaque fois, il me disait « Madame Ediger, jamais je rentrerai dans mon pays ». C'était son processus à lui. Et pendant 2 ans, il n'est jamais rentré dans son pays parce qu'il ne voulait pas rentrer dans son pays. Et c'est quelque chose que moi, je peux tout à fait respecter. C'était une personne qui était déboutée depuis des années. Voilà. Et un jour, il est venu dans mon bureau, puis il m'a dit « Madame Ediger, vous n'allez pas me croire, je rentre dans mon pays ». Puis je lui ai dit « Non, vous êtes un gros menteur, je ne vous crois pas ». On a bien rigolé. Et puis, 2 semaines plus tard, il est allé se présenter auprès du consulat du Népal pour obtenir un document de voyage. Il l'a obtenu. Il est rentré sur une base volontaire et lui, il était privilégié dans le cadre de son retour parce qu'il avait hérité de quelques terrains au Népal. Et puis là, il a commencé une culture d'aloe vera. J'essaye de vous dire, ça c'est le consentement d'une personne. Moi, si une personne, elle vient me voir et puis qu'elle me dit « je ne veux pas rentrer dans mon pays », je ne peux rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, j'ai besoin qu'une personne, elle soit au minimum partie prenante d'un retour pour pouvoir essayer de construire un projet avec elle. Si elle ne veut pas rentrer, je ne peux rien faire. Ce n'est pas moi qui vais la mettre dans un avion, loin de là. C'est ça un petit peu la différence, c'est que la personne, elle dit oui, je suis d'accord. Ce n'est pas les autorités, ce n'est pas les pressions, c'est la personne elle-même qui décide d'accepter de rentrer. C'est un peu ça, la grande nuance. Puis elle est de taille, surtout quand on fait de l'aide au retour, et ça fait toute la différence aussi au niveau éthique. Et puis après, ça fait aussi toute la différence de la relation ou pas qu'on peut construire avec une personne dans cette situation-là. Merci. Ma première question était aussi sur le consentement, parce que vous avez parlé des personnes qui étaient déboutées, par exemple, depuis des années, et je voulais savoir combien de temps on a avant d'être expulsé, disons, ou est-ce que ça varie selon les situations? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont refusées, à qui on refuse de rester aujourd'hui et demain, je ne sais pas, les autorités interviennent pour les expulser? Ou est-ce que d'autres ont un peu plus de temps pour réfléchir, 4 ans, 5 ans, pour finalement consentir ou pas? Et j'en profite pour ma deuxième question. Au début, vous êtes revenu
sur la notion d'injustice quand c'était les présentations. Je voulais savoir quel est votre ressenti par rapport à ces lois ou votre travail ou ces situations. Est-ce que il y a pour vous quelque part une injustice? Est-ce que c'est au niveau des lois? Est-ce que c'est au niveau des applications? Voilà. Qu'est-ce que ça voudrait dire, cette notion d'injustice dans cette thématique-là? Merci. Qui veut répondre à la première question sur le temps, en fait? C'est vrai que c'est une très bonne question. Si on signifie à quelqu'un qui doit partir, combien de temps est-ce qu'il a pour se décider d'un retour volontaire avec un soutien qui soit conseil et financier avant qu'il soit, on dira, expulsé, manu militari? Alors, pour aborder le thème assez perfide des expulsions, c'est difficile de donner... Il n'y a pas de réponse type. Alors, déjà, pour que quelqu'un puisse être expulsé, il faut déjà qu'on sache qui il est, il faut qu'on sache d'où il vient, et puis il faut qu'il ait un document de voyage. Et tant que ces 3 critères ne sont pas remplis, si vous voulez, les autorités n'ont pas la possibilité d'expulser quelqu'un. Maintenant, si les autorités ont tout en main, admettons, je ne sais pas, quelqu'un a déposé des documents personnels, a déposé peut-être un passeport ou que sais-je, si les autorités ont tout en main pour exécuter un renvoi, c'est-à-dire pour expulser quelqu'un, ça peut aller très vite. Maintenant, pour utiliser des choses qui sont quand même connues, vous savez très bien que dans le cadre des expulsions, les autorités peuvent organiser ce qu'elles appellent des vols spéciaux. Alors, si vous voulez, le temps d'une expulsion, c'est lié un petit peu à l'ensemble de ces facteurs. Il n'y a pas de règle. Moi jamais je pourrais vous dire il y a une expulsion en 5 jours, en 1 mois. Je ne sais vraiment pas moi-même le temps que les gens ont à disposition. Ce que je sais simplement, c'est qu'à partir d'une réponse négative, à partir du moment où une personne elle a utilisé vraiment toutes les possibilités juridiques qu'elle peut utiliser dans sa situation, et qu'au final, sa demande d'asile elle est rejetée, la personne elle a toujours la possibilité de s'adresser à un bureau d'aide au retour pour un retour volontaire. Si la personne ne le fait pas, elle ne le fait pas. Ce n'est pas une obligation. Mais ce choix-là, il est toujours ouvert à toutes les personnes qui sont déboutées. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que il y a des personnes qui ne veulent pas rentrer dans leur pays d'origine. Et puis moi, je respecte aussi ces raisons-là, parce que c'est des raisons qui leur appartiennent. Il y a des personnes qui font de la résistance, qui ne rentrent pas, qui sont déboutées depuis des années, qui vivent dans des conditions très difficiles, mais qui sont toujours là. Et puis ces personnes, si vous voulez, moi, je ne les vois jamais. Chez nous, les personnes, elles ne sont pas convoquées. Si vous voulez, c'est une possibilité. Elles peuvent se présenter ou pas du tout. Alors, l'histoire de l'exécution des renvois, c'est c'est difficile de donner des réponses claires. Ça dépend des cantons, ça dépend de tellement de facteurs. Et puis, peut-être aussi, on peut dire que pour certains pays, entre guillemets, c'est plus facile d'exécuter des renvois que pour d'autres, parce que ça dépend justement de tout cet ensemble de facteurs. Pour compléter cette question-là, il existe des pays avec lesquels il n'y a pas d'accord de réadmission. C'est-à-dire, il y a des pays vers lesquels on ne peut pas renvoyer les gens qui sont censés quitter la Suisse. Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là, qui ne peuvent pas être ici, mais pas être ailleurs non plus? Qui voudrait répondre? Il ne se passe rien dans le sens où ils sont là, ils vivent souvent avec l'aide d'urgence et voilà, donc il y a 0 perspective pour les personnes, ça c'est clair. Et il ne se passe rien, mais c'est vrai que si un pays ne reprend pas ses ressortissants, la Suisse ne peut rien faire. Un renvoi ne peut jamais se faire, c'est jamais une action unilatérale, c'est toujours 2 pays qui se mettent d'accord. Donc voilà. Peut-être ajouter, moi je ne sais pas combien de pays où il n'y a pas cet accord de réadmission. Je pense que c'est plutôt rare, non? Parce que la Suisse a beaucoup de partenariats avec d'autres pays, donc on appelle ça des partenariats
de migration. Et puis souvent, une composante de ces partenariats, c'est donc les accords de réadmission. Donc, ça, c'est une question aussi. C'est par exemple quel pays où il n'y a rien du tout? Alors, par exemple, il y a les pays de l'Afrique du Nord où c'est très compliqué. Alors, l'Algérie, ça se débloque gentiment, mais ça reste très compliqué. Il y a l'Éthiopie, ça reste très compliqué. L'Érythrée, où il n'y a rien du tout. Voilà, il y a différents pays où il n'y a pas d'accord du tout entre la Suisse et ce pays-là. Donc, à ce moment-là, soit la personne est d'accord de rentrer un passeport ou elle se présente elle-même à son consulat et puis obtient un document, sinon il n'y a rien qui se passe. D'accord, parfait. Je crois qu'il y avait encore une question sur l'injustice, c'est ça, ou bien auquel vous souhaitiez avoir une réponse. Est-ce que vous vous rappelez de la question ou est-ce qu'il faudrait la rappeler? Voilà. Voilà, ouais. Oui, c'était tout au début quand il vous a été posé la question de pourquoi vous vous êtes intéressé à ces thématiques-là. Je pense juste après la présentation, j'ai entendu la notion d'injustice revenir peut-être 2 fois, une certaine sensibilité à l'injustice. Je ne sais pas comment je pourrais formuler ça. Je voulais savoir quel était votre je dirais, ressenti par rapport à ces thématiques, parce que quand on parle de retour ou d'expulsion, on pense toujours, je pense, certains pensent directement à l'injustice. Est-ce que finalement, il y a une certaine injustice, ou est-ce qu'on peut parler d'inégalité? Je ne sais pas. Mais finalement, ce sont des lois, et puis les personnes qui n'ont pas le droit de rester doivent partir. Voilà, je voulais savoir, je ne sais pas si c'est clair ma question, mais... Non, moi, je vais peut-être essayer de répondre à votre question. Dire qu'effectivement, il y a un cadre légal. Mais toutes les lois ont toujours leur revers. Là, on parle de la loi sur l'asile. Et peut-être que moi-même, des fois, au niveau personnel, je trouve que les décisions d'asile qui sont rendues, moi-même, je ne les trouve pas toujours très justes. Je trouve, par exemple, la loi sur l'asile en Suisse très restrictive. Et puis c'est dans ce sens-là que je vous parle d'injustice. D'un autre côté, la loi sur l'asile, elle permet quand même à beaucoup de personnes de pouvoir essayer d'accéder à l'asile en Suisse. Donc, d'un côté, c'est aussi une porte ouverte vers peut-être des perspectives plus adéquates, plus adaptées. Mais en même temps, la réalité montre qu'il y a des demandes d'asile qui sont rejetées et que tout le monde ne peut pas rester. Et quand je parle d'injustice et de justice, c'est... Mais finalement, il ne suffit pas seulement d'édicter les lois et de les appliquer, mais pour moi, la question, elle reste comment ? Et quand moi, je défends le retour volontaire, si vous voulez, c'est une manière d'être conséquent dans l'application d'une loi. C'est un petit peu comme si je vous disais, c'est facile de dire qu'il faut quitter la Suisse. Mais si on n'aide pas les gens, si on ne les assiste pas, si on n'essaye pas de leur donner un coup de main, si on n'essaye pas de prendre en compte leur situation à ce moment-là, quelque part, on n'est pas cohérent avec la loi qu'on applique. C'est un peu ça que je voulais dire, en termes de justice et d'injustice. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y avait une question par ici? C'est Justin. Oui, d'accord, très bien. En fait, ma question, c'est, on parle beaucoup et souvent à la télé, en Suisse ou ailleurs, des immigrés, des réfugiés, mais on ne parle jamais en fait de... C'est dû à quoi en fait cette immigration massive en Europe, surtout en Union européenne, et des réfugiés aussi? Est-ce que ce n'est pas dû aussi au G7? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des pays qui gouvernent le monde par rapport à cette immigration qui est massive en Europe? En ce moment, on parle de la France avec Éric Zemmour. Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu de l'actualité. Mais on ne parle jamais de ces réfugiés. On parle beaucoup de la misère humaine, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond à ce problème? C'est-à-dire, le problème ne vient pas plutôt de... Par exemple, si on parle de la France et son histoire avec l'Afrique, pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'immigrés africains qui viennent clandestinement en France et ailleurs? On ne parle pas de talibans qui sont avec tout ce qui se passe autour du Afghanistan.
Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin et éradiquer le problème à la racine? C'est comme une maladie. Une maladie, on va la chercher à la racine pour l'éradiquer. Et ben, c'est le même problème pour ces réfugiés, les pauvres qui viennent ici en Suisse ou ailleurs. Et d'ailleurs, qui ne sont même pas heureux parce qu'ils ne sont pas en famille. Ils vivent plus ou moins dignement en Suisse. Mais est-ce que vraiment ils sont heureux? Voilà ma question. Si je résume votre question, c'est un peu dire qui est en fait responsable de la migration et du fait que les gens doivent quitter leur pays, c'est ça? Voilà. Qui souhaiterait répondre à cette question Peut-être je pourrais commencer, parce que c'est effectivement, bon, si les réfugiés sont heureux ici ou pas, ça je peux pas répondre. Mais effectivement, c'est ça qui fait ce thème de la migration comme ça complexe, parce qu'il y a pas, ça dépend toujours qui migre, dans quel contexte, d'où quelqu'un vient, pour combien de temps on est là. C'est tellement, oui, complexe. On ne peut pas très peu généraliser les choses, hein, les causes, effets. Comme on parlait du retour, il y avait la question là, est-ce qu'on peut aussi retourner du nouveau en Suisse? Il y avait cette question-là. Ce que je veux dire, c'est il y a souvent encore un peu cette idée que la migration va de A à B, et puis tôt ou tard, la personne va de B du nouveau à A. Mais c'est tellement complexe aussi les mouvements. Donc quelqu'un peut rentrer avec un soutien et puis se réorganiser pour de nouveau partir. Si vous parlez donc de, ça dépend des régions les causes, hein, pour que les gens doivent bouger vers l'Europe. Dans le cas par exemple de la région que nous on observe, c'est oui, aussi beaucoup c'est des thèmes comme la démographie. Il y a beaucoup de jeunes personnes, il y a beaucoup de chômage, il y a des conflits, il y a beaucoup des raisons. Une raison une chose pour revenir au développement, parce qu'en Suisse on entend souvent aussi, oui, si on soutient les gens donc en bas, ou d'où il vient, en bas, d'où il vient, ils n'ont pas besoin de venir. Donc, ça, c'est aussi un petit peu c'est pas si simple, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que si un pays devient plus riche, il y a aussi plus de gens qui peuvent se permettre de bouger. Donc, c'est extrêmement cher de migrer à l'étranger, surtout en Europe. Donc, c'est toujours une minorité, parce que les gens d'abord cherchent des solutions dans le pays même ou dans la région. Oui, c'est juste, j'ai pas une réponse claire ou précise à cette question. Mais les liens historiques sont importants, ça vous avez raison. Ouais. Je pense qu'on pourrait organiser un autre café scientifique sur cette question-là. Voilà, je pense qui est très vaste, la migration en général. Est-ce qu'il y a... Prochaine. Voilà, pour l'année prochaine. Il y avait une question ici. Oui, merci. En fait, j'ai été assez surprise par un cas que vous avez cité. C'est une personne qui a reçu un statut F et qui a pu le cumuler pendant une douzaine d'années, si j'ai bien retenu. C'est bien ça? 22 ans. Et je me pose en fait la question par rapport à ces migrants, enfin réfugiés, qui sont dans une situation précaire et puis qui n'ont pas forcément assez de recul ou d'élan également pour pouvoir décider de leur avenir. Est-ce qu'il y a des campagnes de prévention, d'information, pour qu'ils savent exactement comment ils peuvent être redirigés pour les tas de questions qu'ils peuvent avoir, les situations qui peuvent changer en fonction du pays d'origine? Est-ce qu'il y a une campagne de communication ou parce qu'en fait, vous dites qu'il faut que ça vienne d'eux quelque part, qu'ils prennent beaucoup d'initiatives sur en tout cas, le volontariat, de quand c'est qu'ils aimeraient bien retourner dans leur pays, mais en même temps, ils gardent une situation instable, enfin, dans la majorité, je pense, une situation précaire qui ne leur permet pas non plus d'avoir des économies et puis de faire au mieux pour accoucher leur projet dans leur pays d'origine, en fait. Donc,
À titre d'exemple, ici dans le canton de Fribourg, on a le service de la population et migrants. Est-ce qu'il y a une campagne de communication par rapport au bureau d'aide au retour là-bas qui informe justement ces migrants de tous les scénarios et puis toutes les mesures? Parce que vous avez bien dit en fait que c'est complètement une usine. Donc ils sont complètement au dépourvu. Et puis voilà. Si j'ai bien compris un petit peu votre question, c'est comment les migrants, en fait, ils accèdent à la formation, par exemple, sur les bureaux d'aide au retour ou bien sur les possibilités de retour, c'est ça? Alors, si je vous donne... on va commencer par le haut de l'échelle, par le tout en haut. Chaque personne qui dépose une demande d'asile en Suisse, si elle reçoit une réponse négative à sa demande d'asile, elle reçoit toujours une brochure dans sa langue. Cette brochure, si vous voulez, c'est ce que c'est que l'aide au retour, avec des pictogrammes. Et puis sur cette brochure, il y a les adresses et les numéros de téléphone de tous les bureaux d'aide au retour dans les cantons en Suisse. Alors, c'est pas parce qu'une personne reçoit une brochure qu'elle la regarde forcément. Moi, je ne regarde pas forcément non plus toutes les brochures que je reçois. Mais ça, c'est déjà un premier moyen, si vous voulez, une première information que toute personne reçoit du secrétariat d'État aux migrations pendant la procédure. Après, au niveau des cantons, ça dépend un petit peu de l'organisation des cantons. Par exemple, dans le canton de Berne, voilà, ce qu'il faut encore que je vous explique dans l'organisation des retours pour que vous compreniez. Les autorités cantonales, en fait, quand une personne reçoit une réponse négative, elles doivent faire un entretien de départ avec ces personnes. Elles les convoquent pour faire un entretien de départ. Et puis, dans le canton de Berne, nous, on est en relation avec le service de la population. Et si une personne, dans le cadre de l'entretien auprès du service de la population, manifeste le désir de rentrer, il y a tout de suite une prise de rendez-vous qui est prise auprès de notre office. Donc les personnes sont redirigées vers nous. Alors je ne sais pas du tout comment c'est organisé à Fribourg, mais ça me paraît presque, si vous voulez, même impossible qu'une personne n'ait aucune information à ce sujet. Ensuite, il faut savoir que les personnes, elles parlent beaucoup entre elles. Hein, donc, les gens sont des fois plus au courant de choses plus rapidement que moi, que des fois moi-même. Mais je vous dis quand même qu'il y a toujours une volonté d'information. Et puis que c'est clair, la diffusion de l'information, elle est toujours organisée au niveau du canton. Il y a aussi des cantons qui organisent des séances d'information pour les personnes qui déposent une demande d'asile, qui parlent de l'aide au retour, qui parlent de la procédure. Donc, ça fait aussi partie de notre mandat. Finalement, on a aussi un devoir d'information et de dire qu'on existe. Mais après, ça ne veut pas dire non plus que les gens, ça les intéresse. Ça ne veut pas dire non plus qu'une personne elle est d'accord de rentrer volontairement. Puis ça ne veut pas dire non plus qu'elle trouve... cette option-là acceptable pour elle. Voilà. Merci. Il y a encore une question? Oui, allez-y. J'essaye en français, mais je ne suis pas sûre si je peux. Vous avez dit que vous avez parlé de l'enrichissement du pays d'origine avec la migration des retours. J'ai une question parce que c'est que je pense qui se passe, c'est que lorsqu'une personne se va du pays, il va retourner. Il le prend un petit peu comme les migrants qui sait tout. Ça, c'est peut-être de know-it-all. J'ai par exemple l'expérience en Sardaigne. Ils ont fait un projet il y a beaucoup des années. Il s'appelait Master and Back. Ça veut dire que les étudiants pouvaient aller aux étrangers pour faire un master et après retourner en Sardaigne pour les mettre en pratique. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens ne sont pas tournés. Alors, lorsque vous dites si en Europe, on pense que la migration des retours va enrichir les pays d'origine, ça se passe vraiment ou c'est plutôt un rêve de l'Europe que ça va passer? Voilà. Qui souhaiterait répondre?
Oui, je pense. Voilà, on pourrait peut-être compléter aussi par la question de, on parlait de destin également de personnes. On a assez peu parlé ce soir en fait des principales des personnes concernées. Dans la suite de la question, quels sont les défis justement auxquels vont être confrontées ces personnes-là de retour dans leur pays d'origine? Je pense d'un côté, c'est vraiment un rêve parce que les gens qui migrent, ils sont tellement différents. Comme vous avez dit, il y a des gens qui vont migrer pour faire des études ou bien ils ont déjà fait des études dans leur pays, ils continuent leurs études, par exemple en Europe. Mais il y a aussi des analphabètes, disons comme ça, qui migrent, qui viennent ici pour travailler. Et de penser que tous les deux peuvent être des acteurs du développement. Je trouve ça c'est vraiment une idée un peu bizarre parce que pas tout le monde, même chez nous, il est un acteur du développement de notre société. Alors, je suis pas du tout d'accord avec cette idée-là, mais c'est pas seulement une question du niveau scolaire. Ça, je veux aussi dire parce qu'il y a des gens qui sont tellement des bons entreprenantes, soit ils sont ils ont une bonne formation ou non. Il y a vraiment des gens qui ont des très grandes qualités, sont des bons entrepreneurs. Mais peut-être on peut aussi venir un peu sur le défi du retour. Ça aussi, je pense, on doit penser qu'il y a tellement des cas variés. Disons, pour exemple, une personne. Je vais faire un exemple. Je connaissais une personne, elle a fait plus que 20 ans aux États-Unis. Il était un comptable au Sénégal, alors il avait un bon niveau, et après il est allé aux États-Unis. Il est retourné après 20 ans, il n'a jamais fait des visites entre-temps, et le grand défi pour lui, c'était son réseau social était plus assez bien parce qu'il n'était pas un bon contact entre ces temps. Et en plus, Dakar, c'est une grande ville. Dans les 20 années, elle a tellement changé. Alors, il était plus capable de faire ou de trouver son chemin de A à B. Ça, c'est une chose. Bon, ça, on peut apprendre. Mais aussi, il y a des gens qui ne peuvent pas du tout préparer leur retour. Et ces gens-là, ils retournent et ils ont vraiment des défis sur différents niveaux. Je parle maintenant de notre recherche que je connais un peu plus, c'est l'Afrique de l'Est, surtout le Sénégal. Et là-bas, si vous retournez sans rien, vous avez échoué votre projet migratoire. Et ça, c'est une très grande honte pour la personne. On connaît des personnes qui sont retournées, la famille a refusé de les accepter. Ils étaient stigmatisés, ils n'osaient plus sortir, ils se sont enfermés à la maison parce qu'ils avaient vraiment honte de revenir sans rien. Alors ça, c'est un très grand défi au niveau social parce que vous n'avez plus d'amis, vous n'avez plus de famille, parce que pour eux, vous êtes un perdant. Ça, il y a aussi un effet au niveau psychosocial. Et si vous devrez retourner comme ça, c'est une situation super difficile. En plus, il y a des personnes, s'ils ont migré dans le chemin irrégulier, aussi des fois, elles ont fait des expériences traumatisantes. Alors, ça peut aussi avoir un effet sur le niveau psychosocial. Et venons sur le niveau économique. Si vous retournez, vous ne pouvez rien préparer. Comment vous pouvez vivre? Vous n'avez rien. Et là, l'aide au retour peut aider et peut être... Bon, même si des fois c'est difficile jusqu'à ce que tout le projet démarre, c'est quand même quelque chose qui aide les gens de réintégrer avec le temps. Alors c'est un peu tout en bref les défis que je vois que les migrants envisagent. Merci. Vous voulez compléter? Oui, volontiers, si je peux compléter par rapport à ça. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors effectivement aussi, quand je suis en contact avec mes collègues dans les pays de retour qui accompagnent les gens dans leur processus de réintégration,
c'est très souvent ces discussions que nous avons, c'est-à-dire les problèmes de famille, les problèmes de honte aussi, les problèmes de devoir ramener quelque chose de l'Europe à la famille qui a souvent aussi contribué à payer le chemin pour qu'ils arrivent jusqu'ici, etc. Beaucoup de choses comme ça. Il y a aussi, par exemple, en Irak, on a beaucoup parlé de ça avec mes collègues. À un moment donné, on a eu beaucoup de retours en Irak. L'inactivité que ces gens avaient ici en Suisse, ils ne travaillaient pas, ils étaient dépendants de l'aide sociale, donc ils étaient ici, ils étaient peut-être dans un centre, ils vivaient là, et puis voilà. Donc il n'y avait pas de rythme dans la journée. Donc après le retour, c'était assez difficile de retrouver un rythme, de se reprendre en main, de se dire je suis responsable moi-même de ma vie, et maintenant je cherche un travail et je fais ma vie comme je l'avais imaginé. Beaucoup de gens parlent aussi de gaspillage, parce que c'est des années gaspillées où ils ne faisaient rien du tout pendant plusieurs années à attendre une décision sur quelque chose et pour finalement rentrer. Donc, il y a beaucoup de choses, je suis d'accord, aussi au niveau psychosocial, qui sont très importants à prendre en compte et qu'on oublie souvent quand on fait ces retours. Ou la politique plutôt oublie souvent. On essaye des fois de pousser pour avoir plus de choses. En Irak, ils ont organisé des groupes où les gens pouvaient parler ensemble de leur expérience avec un psychologue une fois par semaine. Ça avait bien marché, même si les gens ne voulaient pas dire qu'ils allaient dans ces groupes parce que c'était la honte. Mais ils venaient quand même en cachette, plus ou moins. Ça avait bien marché. Des choses comme ça qui se faisaient. Pour d'autres pays, on a essayé aussi de proposer ça pour la Suisse. Alors après, c'est un travail de conviction sur beaucoup d'années, on essaye d'améliorer, mais il y a beaucoup de facteurs qui jouent un rôle. Merci. Est-ce qu'il y avait encore des questions ou non? Vous vouliez compléter? Il n'y a pas de question. Donc moi aussi, je trouve qu'il y a une côté normatif dans ce discours. C'est un discours normatif. Quelqu'un qui vient donc du sud vers le nord, il va développer son pays d'origine. Moi, comme j'ai dit au début, j'étais aussi migrante plusieurs fois. Mais à moi, je suis suissesse. Mais on ne m'a jamais demandé de retourner et puis de développer mon pays d'origine. Donc il y a aussi ce discours normatif. Et puis, j'ajouterais encore à ce que Lucia a déjà dit aussi, il ne faut pas non plus oublier qu'il y a beaucoup d'immigrants qui expériencent le de-skilling, on appelle ça en anglais. Donc, ils ont des formations, des bonnes formations ou des connaissances, mais ils ne travaillent pas dans leur métier ici, dans leur profession. Donc, ils s'oublient même ou ils perdent même certaines qualités ou certaines connaissances professionnelles qui sont peut-être utiles aussi dans le pays d'origine ou qui entrent dans le discours du développement et retour. C'est juste encore un point à ajouter, je pense. D'accord, très bien. Oui, il y a une question dans la salle. Farida. Oui, alors du coup, le constat d'échec lorsqu'un réfugié ou un migrant essaye d'arriver en Europe, par exemple, et il doit rentrer chez lui ou dans son pays d'origine, le constat d'échec revient aux réfugiés ou à nos pays dans l'Europe occidentale? Est-ce qu'il y a plutôt un constat d'échec dans le sens où, je ne sais pas, notre manière d'intégrer les réfugiés et les migrants dans notre pays est un peu, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si c'est un échec personnel ou si c'est l'échec d'un système, oui, c'est ce que vous voulez dire. Hein? D'accord. Ça, c'est juste le but de notre recherche qu'on fait. C'est cette notion comme la vulnérabilité, l'échec, c'est très contesté dans nos narratifs, dans nos interviews qu'on a. Donc, c'est surtout, comme Lucia a dit, c'est un échec personnel parce que justement, on parle dans la région souvent de la migration, c'est négocié, donc c'est la famille qui négocie, qui va migrer. Donc si le retour n'est pas négocié, si la personne n'a pas accompli la mission de réussir, par exemple en Europe, et puis de soutenir la famille pendant que la personne est là, c'est un échec. Et puis
Comme Lucia a dit, on a des gens qui sont gravement blessés par ça, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Chez les femmes aussi, on a aussi des femmes qui rentrent seules. C'est aussi très intéressant. Là, si on parle de la réintégration sociale, donc il y a des stigmatas qui sont différents selon le sexe. Tu retournes, un homme qui revient à main vide, c'est vraiment le loser parce qu'il ne peut pas payer pour sa famille, mais une femme seule qui rentre, elle a d'autres stigmatas. Là, on dit souvent que la seule façon de se réintégrer, c'est vraiment se réintégrer. À côté, peut-être un projet économique, c'est de se remarier. Ouais, c'est vraiment des histoires parfois assez dures aussi, assez difficiles à écouter. Et puis là, je dirais que la Suisse met l'accent sur le soutien, puis sur la réintégration économique avec les projets qu'on vient de dire. Ça, c'est certainement bien au début, mais si le projet n'est pas vraiment ancré dans l'entourage de la famille, je m'en doute. Moi, j'ai l'impression, on réalise de plus en plus qu'un projet économique ou un business, une boutique, doit aussi être ancré dans l'environnement social et puis pas seulement soutenir l'individu, le retourner, mais aussi la famille. Puis seulement comme ça qu'un retourné est aussi accepté quand il revient, je pense. Ouais. Très bien. En Afrique de l'Ouest encore qu'ailleurs. Alors, c'est pas partout pareil exactement. Mais oui. Ouais. Est-ce qu'il existe un suivi des personnes qui ont bénéficié du système d'aide au retour depuis la Suisse, ou est-ce qu'on part du principe qu'une fois que l'aide a été effectuée, la mission est terminée? Alors non, le SEM nous mandate quand même de faire ce qu'on appelle des visites de monitoring plus ou moins 6 à 9 mois après le retour pour un certain nombre de personnes qui sont rentrées. Pas pour tout le monde, mais pour un certain nombre de personnes. Et c'est comme ça aussi qu'on peut voir combien de personnes déjà on peut encore contacter, qui est content, qui n'est pas content, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, les différences aussi géographiques, etc. Donc oui, il y a un suivi, mais c'est pas systématique. Et voilà, donc c'est par phase, on va dire ça comme ça. Il y a un suivi parce que finalement, le départ ne s'arrête pas le jour du départ. Nous, on est très régulièrement contactés par des personnes qui sont rentrées. Si elles connaissent un problème dans le cadre de leur retour, en principe, on est les premiers à être sollicités. Pour chaque personne qui rentre dans son pays, moi, je leur donne toujours ma carte de visite. Puis je leur dis toujours, s'il y a quoi que ce soit, vous faites signe, vous appelez. Puis ça fonctionne assez bien. Donc oui, les gens nous retrouvent toujours parce qu'il faut aussi imaginer qu'il y a des couacs des fois dans ces histoires de retour. Il y a des fois des montants qui ne sont pas versés. Il y a des fois tout d'un coup des gens qu'on rassure avant le départ et puis qui se retrouvent emprisonnés quand ils arrivent dans leur pays. Donc vous voyez, ça ne nous met pas toujours dans des positions évidentes parce qu'on ne maîtrise pas tout, on n'a pas un contrôle global sur le monde. Mais ce que je veux vous dire, c'est que oui, il y a quand même un suivi, puis il y a toujours des contacts réguliers. Et parfois, on n'a plus aucune nouvelle, ou parfois, on a un gentil message, peut-être 3 ans plus tard. Et parfois, on a des critiques, ou parfois, on a des regrets, et puis parfois, beaucoup de reconnaissance. Pour dire un petit peu que c'est jamais la même chose. Mais il y a quand même, moi, mon souci, c'est quand même que les gens, c'est pas simplement qu'ils partent, mais c'est bien qu'ils arrivent à construire quelque chose dans leur pays d'origine. Donc oui, je suis toujours contente quand j'ai des retours et des nouvelles. Merci. C'est que oui, il y a le suivi, mais ce que j'ai remarqué, le suivi est souvent sur le projet économique. Alors, parce que je pense que c'est ça qu'on peut plus facilement mesurer. Et vous voyez, 6 à 9 mois, ce n'est pas une longue durée. Et pour établir vraiment un projet, un business, ça prend du temps. Et
on ne parle pas beaucoup de la réintégration sociale. Je pense que c'est plus difficile à mesurer et je pense que c'est composante, la réintégration sociale et psychosociale, c'est un peu mis à côté et on concentre sur la réintégration économique dans le suivi. Pouvoir prendre une dernière question, parce qu'ensuite on arrive au terme du temps imparti. Alors, madame, s'il vous plaît. Oui. Alors, moi, c'était pour revenir sur justement le suivi économique, vous en avez parlé, en gros, mais concrètement sur le terrain, comment cela se traduit? Est-ce que vous travaillez avec des associations locales qui sont déjà implantées dans le pays? Est-ce que c'est l'OIM qui supervise? Est-ce qu'il y a un accompagnement au niveau de l'entrepreneuriat? Il y a un suivi, il y a des formations, mais concrètement, justement, afin de pouvoir pérenniser leurs projets? Alors, si je peux répondre, oui, alors pas dans tous les pays, ça dépend. Alors c'est le SEM qui finance ces aides au retour et puis après qui définit aussi qui va suivre les personnes sur place. Dans la plupart des pays, effectivement, c'est l'OIM qui est mandaté pour verser l'aide à la réintégration, c'est-à-dire les projets sur place, ce n'est pas du cash qu'on donne, c'est-à-dire les personnes ont un projet professionnel, il faut un petit business plan. Après, avec les collègues sur place, ils discutent, est-ce que c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée. On a aussi des projets types qui marchent plus ou moins selon les pays, etc. Donc, il y a un conseil à ce niveau-là. Et ensuite, l'aide est payée sous forme directe, par exemple, paiement à un fournisseur, paiement d'un loyer pour plusieurs mois, des choses comme ça. Donc, c'est mis en œuvre comme ça. Dans certains pays, il y a la possibilité aussi de faire des formations. Actuellement, c'est dans 6 pays, si je ne me trompe pas, qu'on a la possibilité d'offrir à chaque personne qui rentre aussi une formation. Donc, par exemple, au Nigeria et en Guinée, c'est des formations d'entrepreneuriat. Dans d'autres pays, ça peut être n'importe quoi comme formation jusqu'à un certain montant. Donc, par exemple, en Irak ou aussi l'année passée en Somalie, il y a beaucoup de personnes qui choisissaient d'autres formations. Donc, il y a des choses, c'est un petit peu, c'est pas partout pareil, ça dépend un petit peu. Il y a des choses, bien sûr, on pourrait toujours faire beaucoup plus. Alors, ça c'est clair, il y aurait beaucoup plus à faire parce qu'on a effectivement, comme le dit Lucia, on met l'accent sur la réintégration économique parce que c'est aussi la politique suisse qui dit ou qui pense que c'est ça qui va faire que les personnes vont rester là et puis pas revenir. Donc, l'accent est vraiment mis là-dessus, même s'il y a aussi d'autres personnes, d'autres qui essayent d'élargir ce spectre gentiment. Oui. Voilà, donc ça fonctionne, mais on pourrait faire plus. Ce serait peut-être votre mot de la fin. Voilà, pour les 3 autres intervenantes, si vous avez un mot de la fin à transmettre ou un message qui n'aurait pas été dit ou une information importante, est-ce que voilà, je vous donne la parole pour conclure ce café scientifique. C'est tout bon, tout a été dit, parfait. Très bien, très bien. Donc, on arrive au terme de ce café scientifique. Je passe la parole à Farida, qui va conclure. En tout cas, merci de vos questions qui étaient très intéressantes. Merci Samuel, merci à toutes nos invités, merci à vous pour toutes vos questions. Vous avez bien fait vivre ce café, vous avez entretenu cette discussion, c'était passionnant, vraiment merci beaucoup. C'est l'heure de ma petite plage de pub. Le prochain café scientifique aura lieu le 30 mars 2022 dans cette même salle. Tout autre thème, on parlera cette fois des élites suisses. Il semblerait que ce réseau soit en pleine mutation. On va en apprendre plus avec nos invités. Qui sont-ils? Comment gèrent-ils ce réseau? Quelles sont leurs influences sur nos vies au quotidien? En ont-ils vraiment encore une? Sont-ils tous à l'armée? C'est des questions qu'on peut se poser. On se les posera ensemble. Et puis, un de mes coups de cœur de l'année qu'on produit aussi dans cette salle avec le Nouveau Monde, juste le lendemain, le 31 mars, ça sera la soirée de ma thèse en 180 secondes. 6 thésards de l'Université de Fribourg auront 3 minutes pour défendre leur thèse devant un public. À vous de voir et à vous de décider lesquels seront vainqueurs ou non. À mon grand désespoir, on ne peut toujours pas organiser la 3e mi-temps. Je ne sais pas si on peut dire ça, comme on le souhaite en général. Normalement, on vous invite tous à partager un apéritif debout, tous ensemble, pour prolonger cette discussion qui parfois prend d'autres détours quand on est en plus petit groupe.
On ne peut pas le faire debout comme on a l'habitude de le faire. Par contre, nous avons réservé un certain nombre de tables juste à la sortie du café de cette salle. Et puis à gauche, si vous souhaitez vous y installer, le serveur passera pour vous servir et nous vous offrons volontiers un dernier verre pour la route, comme on dit, pour que vous puissiez continuer à échanger entre vous ou avec nos invités. Encore une fois, merci à tous, merci Samuel, merci à vous et bonne soirée.